Ok. Bon, bonne année à tous déjà. Que ce soit beaucoup mieux que l'an dernier. Alors, faire l'appel. Comment ça fonctionne? Alors, et là, Jaya, Sarah, Arthur, Mélina, Paul, Marco, Awena, Enyo, Enyo, Franca, Joris, Anna, Mathieu, Noël, Mathieu, on est là. Dorian, Inès, Mathieu et Solène. Voilà, on sait maintenant. Le système de plateforme d'IA ne fonctionne plus au sein du lycée. Donc, je suis obligé d'utiliser mon téléphone portable. Donc, ça va être un peu difficile que je vois à peu près pour ceux qui sont en ligne. Mais on va se débrouiller comme d'habitude. Alors, on va continuer donc la progression qu'on avait prévue par rapport au cours. Là, on va commencer, on va reprendre de la physique, de la mécanique. Et en parallèle, par contre, on a encore 2 TP de chimie à faire. D'accord? Donc demain, il faut que vous ameniez votre blouse. Donc, on va faire un TP sur l'échelle de teinte. Je vous ai envoyé le sujet par mail. Vous, c'est pas important, je vous l'imprimerai, mais c'est pour ceux qui sont en ligne. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps ce qu'on va faire. C'est un TP qui est assez important sur le principe manipulatoire et sur la compréhension de la dilution. Et sinon, on va donc commencer. On revient sur la thématique du mouvement et on va travailler sur le prochain chapitre qui correspond à la modélisation d'une interaction entre 2 objets. Et comment est-ce qu'on modélise une interaction? C'est ce qu'on appelle la force. Donc, on va découvrir ce qu'est une force. Alors, il y a juste quelque chose, c'est est-ce que je vais pouvoir entendre si quelqu'un a des questions? Tout va bien, donc je vais passer de temps en temps devant le téléphone pour que je puisse voir s'il y a des questions. En ligne, est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit au tableau? Ah, non, il n'y a pas moyen de zoomer. Pas très bien. Alors attends, si j'allume la lumière. C'est mieux ou pas? Je vais écrire plus haut. Ok. Alors on commence par donc pour le titre, modélisation d'une interaction, et cette modélisation, ça se traduit par ce qu'on appelle une force, et on va avoir une force, mathématiquement, on la représente par un outil qu'on appelle le vecteur. Est-ce que vous avez vu les vecteurs avec Madame Agustin? Parfait. Et encore, je m'en ressaigne. En 1, alors je vais écrire très gros pour qu'on puisse voir. On va voir comment est-ce qu'on passe de l'action mécanique à la force. Donc, de l'action mécanique. Par contre, là, il va falloir faire le silence. À la force. Donc, on va définir en premier lieu ce qu'est une action mécanique et quels sont les effets d'une action mécanique sur un système. Une action
mécanique. Le quiz, vous avez encore quelques heures pour l'envoyer, si c'est pour ceux qui l'ont pas envoyé. Voilà, tac. Ok, parfait. Deadline. Alors, comment vous définiriez une action mécanique? Comment est-ce que vous, dans quel cadre on peut voir apparaître une action mécanique? Un mouvement. Alors là, le mouvement, ça va plutôt être la conséquence d'une action mécanique. D'accord? Puisqu'il y a action mécanique, ben, il peut y avoir mouvement. La définition même, le cas d'une action mécanique, forcément, il y a besoin de quoi? Une interaction. Ah ouais, justement. Une interaction. Donc si on parle d'interaction, on a besoin de combien de systèmes? Au minimum 2. Donc forcément, une action mécanique, elle ne peut s'exercer qu'entre au moins 2 systèmes. On peut en avoir plus. Ça, c'est la première. Donc on va considérer qu'un corps A, exerce une action mécanique sur un corps B, une action mécanique sur un corps B. S'il est capable de provoquer ou modifier le mouvement du corps. De provoquer ou modifier le mouvement d'un corps. Donc ce que disait Joris, c'est quand il y a un mouvement, en effet, mais l'action mécanique, elle est mise en valeur à partir du moment où il y a soit mise en mouvement, soit modification de ce mouvement. Il y a encore autre chose. Donc ça, c'est pour le cas classique de ce qu'on va étudier. Donc, une action mécanique est existante à partir du moment où un mouvement est provoqué, ou alors un mouvement est modifié. Dans quel autre cadre vous pouvez aussi dire qu'il y a une action mécanique qui s'exerce? Il y a encore un cas dont vous n'avez pas parlé. Regarde. Oui, bah Vergano, tu te débrouilles pour ça. La pression. Alors, Manuel nous parle de la pression. L'énergie, non. C'est vrai que si on a. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait que j'appuie sur la craie en ce sens, j'exerce une action mécanique dessus? Oui. Oui. Pourtant, est-ce que je provoque un mouvement ou est-ce que je modifie le mouvement de la craie? Alors, pourtant, il y a une action. Qu'est-ce qui se passe pourtant sur la craie? Elle ressent quelque chose. Ouais, elle ressent quoi? Le doigt qui la touche. Ok. Et ça doit se traduire par une modification de quelque chose. Forcément, à partir du moment où vous avez une action qui se passe, il y a une réaction à cette action. Ah oui. Mais elle lutte, elle porte pour pas. Ouais, mais visuellement. C'est un transfert d'énergie. Transfert d'énergie, ça a des conséquences des actions. On va prendre un autre exemple. Donc, ce doit la craie. Le fil est tendu. J'y arrive. Ici. Et j'appuie sur ce fil. Donc, on peut dire qu'il y a un petit mouvement, mais très léger. En fait, qu'est-ce qui se passe? Exactement. On va regarder par exemple un perchiste. Quelqu'un qui veut faire un saut à la perche. Il court, il lance la perche, il appuie la perche sur le sol, et puis il s'élève. Il
s'élève parce que ça commence, parce que le perchiste appuie sur la perche et la perche monte. Et donc le perchiste monte. Donc, quelle est la conséquence de l'action du perchiste sur la perche? Elle se courbe, donc elle se déforme. Oui ou non? Donc quand vous avez la déformation d'un système, ça peut aussi être une cause, une conséquence d'une action mécanique. Donc une action mécanique, elle peut être mise en valeur si elle est mise en mouvement, modification du mouvement, ou bien encore déformation du système, ou encore de le déformer. D'accord? Donc on a trois choses. Voilà comment on va résumer ça. Une action mécanique. Peut s'identifier aux trois phénomènes. Donc, soit il y a une mise en mouvement, donc mettre en mouvement. Soit modification du mouvement. Alors, pour modifier un mouvement, modifier la trajectoire. Et quoi d'autre? Un mouvement est caractérisé par quoi? Vitesse. Trajectoire et vitesse. D'accord? Donc en effet, ça modifie. S'il y a modification de la trajectoire, forcément c'est qu'il y a une action mécanique. S'il y a modification de la vitesse, forcément il y a une action mécanique. Et si les deux sont modifiés, forcément il y a une action mécanique. Donc, modifier la trajectoire et ou la vitesse. Et enfin, dernière chose. Donc voilà les trois conséquences d'une action mécanique. Donc, comment identifier qu'une action mécanique s'exerce sur un système à partir du moment où on a une mise en mouvement, une modification de la trajectoire ou de la vitesse, ou alors que notre système est déformé. Pour l'instant, pas de maths. D'accord? Là, c'est juste de la compréhension du phénomène physique. Je mettrai des maths un petit peu plus tard. Normalement, je... Ouais. Bon. Les actions, elles existent en deux formes. Donc là, déjà, en petit 1, on était sur l'action mécanique. On va voir en petit peu qu'il existe deux types d'actions. Donc les deux types d'actions. Alors, on est ça. Là. Avec un S, ce sera mieux. Puisqu'elles sont. Alors, par type d'action, j'entends les formes qu'un système A peut agir sur le système B. Paul, si tu l'as envoyé, je l'ai reçu. Je ne vais pas vérifier si tu as envoyé ton coup ou pas. Sur ce. Donc, pour qu'un système A agisse sur un système B, il a deux possibilités. Lesquelles? L'attirer ou par la dynamique?
L'attirer vers lui ou le repousser? Pas d'accord. C'est comment est-ce qu'un système A peut agir sur un système B? De quelle façon? Par contact ou par distance? Exactement. C'est vrai qu'on doit, le système A agit sur ce laser, le système B, par contact. Est-ce qu'il aurait pu agir à distance? Bah oui, avec la force. Ah ouais, voilà, avec la force de Star Wars, ouais, ça peut le faire sans problème. Donc, exactement. Pour agir à distance, alors en général, pour qu'un système A interagisse avec un système D, il va y avoir contact. D'accord? Mon doigt arrive à faire tomber cet objet parce que j'ai exercé une action mécanique de mon doigt sur l'objet par contact. Donc, si les deux corps se touchent, on dit que l'action est de contact. Les deux corps touchent. On dit l'action est dite de contact. L'action est contact. Sinon, elle est comment? À distance. Voilà, on va dire à distance. Sinon, elle est à distance. Comment est-ce que c'est possible qu'un système A agisse sur un système B sans le toucher? Un aimant, exactement. Un aimant, bah, il arrive à attirer un objet métallique sans le toucher. Mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? C'est grâce aux forces? Bah oui, je suis d'accord. Forcément, c'est une action mécanique va être représentée par la force. Et pourquoi justement une force se crée? Pourquoi il y a une attraction? Parce qu'il y a deux forces qui se rencontrent, il y en a une qui est plus importante que Non. Quelle est l'origine du fait qu'un aimant, je le mets ici, hop, va attirer vers lui un objet métallique? la force électromagnétique. Du coup, ça va. Qu'est-ce que c'est qu'une force électromagnétique? C'est défini avec le boson photon. Non, elle ne se définit pas par ça. Enfin, non, elle a le boson photon. Elle se traduit par le boson photon. On parlait tout de suite.
Ça va mieux là? Je tac et je remets la vidéo. Ouais, c'est bon. Alors pareil. Donc on va dire qu'on a notre système qui forme un petit puits, si j'arrive à le faire là-dedans en fait. Là. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je place une toute petite bille de masse faible au bord de la nappe? Elle va rouler vers la craie. Pourquoi? Parce que la craie qui a une masse a déformé l'espace autour d'elle, qui fait qu'une autre masse qui rentre en interaction avec ce champ qui a été créé par la craie va attirer la petite masse vers elle. D'accord? Donc comment est-ce qu'on arrive à créer une force à distance, une action à distance? C'est simplement qu'on place dans notre espace-temps, un objet qui va déformer cet espace-temps, ce qu'on appelle un champ. La physique des champs, vous allez la découvrir en première spécialité. Question? Du coup, si j'ai bien compris, l'aimant, en fait, parce que l'aimant va déformer les champs magnétiques. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que la masse, une masse quelconque, elle déforme l'espace autour d'elle, et le fait de déformer cet espace, une autre masse qui arrive près d'elle va être attirée. Parce que l'espace a été déformé. Un champ électromagnétique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'un aimant arrive à attirer une particule chargée, du fer? C'est que l'aimant ne déforme pas l'espace autour de lui du point de vue massif, mais du point de vue des charges. Donc, une charge qui rentre en interaction avec le champ électrique va être attirée également ou repoussée, ça va dépendre, ça vous verrez en première, par l'origine de ce champ. Donc, nous, ce qu'on va étudier cette année, on ne va pas étudier les champs électromagnétiques. On va juste étudier la force de pesanteur. De quoi? Dont l'origine est due à quoi? À la déformation du champ gravitationnel qui est engendré par un système d'action. Donc voilà pour les deux types d'actions. Soit vous avez des actions de contact, celle-là c'est plus simple à comprendre, j'appuie, ça bouge. Soit des actions à distance pour faire plaisir à nos performances. D'accord? Notre futur détail. Alors, donc ce que l'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on modélise une action. Le côté mathématique. Donc en 3, modélisation d'une action par une. D'une action par en ligne. Est-ce que ça va toujours en ligne ou pas? Est-ce que ça a bugué? Non, ça n'a pas bugué. J'ai rien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la relativité. Oui, donc là, ça, je vais pas en parler. Bon, celui qui est à côté du son, il arrête de tourner. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas leur question. C'est un peu bizarre. Alors, comment est-ce qu'on représente une action mécanique? Par un vecteur. Donc, on représente une action mécanique par un vecteur. Alors,
Quelle autre grandeur physique, on a déjà vu en seconde, est représentée par un vecteur? La vitesse. D'accord? Alors, et c'est là qu'il va falloir faire super gaffe. C'est pas parce que je représente une grandeur physique par un vecteur qu'elle représente la même chose. Le vecteur vitesse, ce n'est pas le vecteur force. Ce sont deux choses qui sont différentes. C'est comme si vous me disiez, là je prends la masse volumique et la température. Elles sont représentées par quelle grandeur, par quel outil mathématique, la température et la masse volumique? Ouais, des nombres, tout bêtement. Ce sont par ce qu'on appelle des scalaires. Un nombre, ce qu'on appelle mathématiquement un scalaire. Donc, la température et la masse volumique sont représentées par des nombres. Mais ces nombres, ça ne représentent pas la même chose. La masse volumique, ça a une signification précise. La température a une signification précise. Là, c'est la même chose. Le vecteur vitesse a une signification précise. Le vecteur force aura une signification précise. Ne dites jamais qu'une vitesse est égale à une force. Déjà, ils n'ont pas la même unité au point de vue de valeur. Forcément, ce sont deux grandeurs différentes. Jusqu'à présent, vous n'utilisez que des nombres pour décrire les choses. Maintenant, en seconde, vous voyez qu'on rajoute une dimension supplémentaire. Un nombre, ça ne suffisait pas simplement à décrire la vitesse. On devait aussi dire vers où on se déplace. Donc, on rajoutait une direction. Et pour ajouter une direction, c'était la façon vectorielle, la représentation vectorielle qui était la plus adaptée. Et une force, c'est pareil. Parce qu'une force, pourquoi c'est intéressant d'utiliser la notation vectorielle? Parce que si j'appuie par exemple sur cet objet, pourquoi un vecteur c'est utile? Parce que du coup on voit que c'est le doigt qui touche, qui a un impact sur l'objet et pas à l'inverse. Mais en quoi l'outil mathématique vecteur est utile pour la description? On peut voir le point d'application. Le point d'application, où est-ce que je l'appuie? Quoi d'autre? Le sens. Le sens et la direction, c'est vrai. Si j'appuie comme ça ou si j'appuie comme ça, la conséquence sur le mouvement de l'objet, est-ce que c'est la même? Non. Donc c'est vraiment qu'il y a une direction. Et en plus, si j'appuie doucement ou si j'appuie fort, La puissance. donc ça va pas être la puissance, ça va être la valeur de la force que je donne. D'où le fait qu'utiliser une représentation vectorielle pour une force, c'est totalement adapté. Donc on représente une action mécanique par un vecteur qui est appelé force. Alors, on va regarder justement comment est-ce qu'on dénote ces vecteurs. Donc pour une action de A sur le corps B, pour une action de A sur le corps B, on va écrire, donc on a que la force que A exerce sur B, on l'écrit comme ça. Donc c'est un vecteur. Il va avoir différentes caractéristiques. Donc un vecteur est caractérisé par sa direction, son sens et sa valeur. On peut aussi parler du point d'application. C'est plus officiellement dans le programme, puisque le point d'application, en fait, on va dire un peu n'importe où si on en a un. Donc, la direction. La direction de la force qu'exerce A sur B, à droite, à B. Le sens, en général, c'est de A vers B ou de B vers B. Si la force qui s'exerce du point A sur le point E est dirigée de A vers B, on va dire que c'est une force qui est attractive ou répulsive.
raté. Si j'exerce, si A exerce une force sur le point B qui est dirigée de A vers B, elle est comme ça. Donc elle repousse. Par contre, si ça va de B vers A, elle attire. Ça, c'est ce qu'on appelle une force attractive. On verra ça pareil. Et enfin, il y a une norme, une valeur. D'accord? On note F de A sur B. Et quelle est l'unité de la force? Ça, vous avez dû le voir au collège. Le Newton. C'est F de A sur B en Newton. Le symbole grand F. Voilà. Donc, quand je vais vous demander de décrire une action mécanique, vous allez devoir pouvoir. Calme. Sa chaise grince. Ah, d'accord. Qui fait tourner la chaise? Bon, je capte pas, c'est Vaquer. Hein. Ça fait 8-8 d'un coup et ça fait mal aux oreilles. Mon pauvre petit. Ok. Donc voilà pour la description de l'action mécanique. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Une action mécanique. Et tu continues en plus, hein? Non, mais il faut que je change de chaise. Oui, je crois qu'il vaut mieux, sinon ils vont péter un câble. On verra quand ce sera toi qui fera le son. Mais moi, je vois jamais bien de ceux qui ont envie de demander des cours après parce que j'arrive pas à écrire. La connexion chez moi est partie, d'accord. Ouais, c'est ça le problème. Et alors, il est en train de changer de chaise. Donc je disais, une action mécanique, elle peut être de contact ou à distance, on la représente par une force, donc un vecteur, dont on va signifier, préciser la direction, le sens et la valeur d'une force, elle s'exprime en U. Donc pour le moment ça va. Oui ou non? Il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai juste fait des définitions. En général, je ne les ai pas. Il va venir après. C'est mieux les définitions que le calcul. Parce que là, on va commencer à rentrer vraiment dans un des principes physiques qui est fondamental pour comprendre les choses qui s'exercent autour de nous et comprendre le mouvement de nos objets. Je vais devoir vous introduire ce qu'on appelle le principe des actions réciproques. Donc, principe des actions réciproques. Alors, comme je vous le rappelle à chaque fois, chaque terme qu'on utilise en physique a une signification particulière. Donc si vous comprenez l'étymologie, qu'est-ce que c'est que l'étymologie? Voilà, c'est l'origine des mots qu'on utilise, d'accord? Et c'est vrai que, et c'est vrai dans toutes les matières, hein, c'est pas qu'en physique, mais lorsqu'on analyse chaque mot, c'est ce que vous faites en français, logiquement, là vous pouvez en déduire ce dont on va parler. Le principe des actions réciproques. Bon, le principe, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui est naturel dans notre monde, donc qui peut être décrit. Mais des actions sont des forces et réciproques. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité? C'est par exemple si j'appuie sur le j'ai une force de moi vers le stylo, mais aussi une force du stylo vers moi. Ok, bon là tu écris carrément, tu décris le principe des actions réciproques. La réciprocité,
C'est simplement, c'est un genre d'échange. Si quelqu'un agit, enfin, aide une personne, cette personne, elle va avoir en retour un autre jour. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on a cette réciprocité entre les personnes. Le principe des actions réciproques, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'à partir du moment où un système A agit sur le système B, réciproquement, le système B va agir sur le système A. D'accord ? Ça veut dire quoi? Quand j'appuie sur cet objet, qu'est-ce qui se passe? Lui, il appuie aussi de la même façon vers moi, de façon à ce que l'ensemble s'équilibre. N'oubliez jamais, la physique, c'est une question d'équilibre. On cherche toujours à atteindre l'équilibre dans la nature. La nature cherche l'équilibre. Donc comment on va écrire ça? Quel que soit le référentiel d'étude, parce que ça c'est vrai dans n'importe quelle étude que l'on peut faire. Quel que soit le référentiel d'étude, si un système A exerce une force F de A sur B sur un système B, alors B exerce une force F de B sur A exerce une force F de B sur A sur le corps. D'accord? À partir du moment où A exerce une force sur B, forcément, B va exercer une force sur A. Et bien entendu, il y a une relation qui va exister entre ces deux forces. Quelle est-elle? Quelle est cette relation qui peut exister entre ces deux corps? Ce que l'on a, un corps A qui est ici. On a un corps B qui est là. On dit que le corps A exerce une force sur le corps B. Donc, par exemple, il va avoir un vecteur force qui va être comme ça. F de A sur B. Comment doit être la force réciproque? C'est-à-dire la force que B exerce sur A. Dans le sens opposé, avec la même norme. Parfait. Puisqu'on a un équilibre, si A exerce sur B cette force, B va exercer sur A la même force avec une toute petite distinction. Le sens de la force va être opposé. Donc on va avoir la même taille de flèche, d'accord? Donc ça, là, on va avoir F. Mathématiquement, comment vous pouvez trouver la relation? Comment vous écrivez cette relation? Est-ce que l'on peut écrire? Et c'est là qu'on voit si vous avez compris la notation de vecteur qu'on a. F de B sur A. Est-ce qu'on peut dire que c'est égal à F de A sur B? Oui. Non. Alors, Non, Ennio. non, c'est dans le champ. Parce que la force que va exercer BA, ça va être la même que AB. Alors, en valeur, je suis d'accord. Mais dire que deux vecteurs sont égaux, ils ont la même valeur, mais ici aussi doivent avoir quoi? Alors,
La même direction. Et là, la direction, c'est pas la même. Enfin, la direction est la même, mais pas le sens. On peut dire que f de b sur a est égal à moins f de a sur b. On a un moins. Ce moins, il indique simplement le fait que les deux vecteurs force sont opposés l'un à l'autre. Par contre, si je prends la norme, est-ce que je dois mettre le signe moins? Pourquoi? C'est la valeur du vecteur, c'est la longueur du vecteur. Et cette longueur est toujours positive. Un vecteur a toujours une norme positive. Donc, c'est là encore que vous voyez la puissance mathématique des vecteurs et l'utilisation que le physicien va en faire. Là, on a une indication supplémentaire par rapport à la norme qui nous dit juste qu'on a deux choses qui sont pareilles en valeur. Mais on ne peut pas savoir comment elles sont orientées l'une par rapport à l'autre. D'où l'intérêt de l'utilisation vectorielle. Si vous comprenez ça, ça va être essentiel pour la suite et surtout pour ceux qui vont faire la spécialité physique l'an prochain. Parce qu'on va beaucoup utiliser la notation vectorielle. Ça a l'air tout bête, hein. Mais si vous ne l'avez pas pigé en seconde, alors vraiment le comprendre en première. Et c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de choses à comprendre. Donc, autant que cette notation vectorielle, vous commencez à l'assimiler maintenant. Alors, ce que l'on peut dire, pour résumer, on va voir si ça bug. Faire un petit tour. Ouais, ils ont tout. F de B sur A, tanania de vecteur nul, oui, l'origine oui, car sinon c'est faux. Ok, ça me va. Donc, ce qu'on peut dire, F de B sur A et F de A sur B. Point de vue de direction. Comment est la direction de ces deux vecteurs, de ces deux forces? Ils sont une source opposée. Ouais, je parle de direction. Parallèle, plus précis. Ah, ben voilà, c'est la même. Ils sont tous les deux orientés, enfin dirigés suivant la droite AB. Oui ou non? Donc, ainsi F A sur B, F B sur A. En même direction. Leur sens est comment? Opposés. Sont de sens opposés. Et donc, vous voyez bien que là, l'opposé d'un nombre, quel est l'opposé de 2, par exemple? Moins 2. Bah, ce qui marchait pour les nombres, ça marche aussi pour les vecteurs. L'opposé d'un vecteur, c'est simplement moins ce vecteur, donc graphiquement. Et c'est là maintenant la force que vous avez par rapport au nombre, c'est que vous pouvez voir que l'opposé d'un vecteur d'un point de vue graphique, c'est le même vecteur, mais de sens opposé. D'accord? Sur le symétrique, si vous voulez. Et leur norme, égale. On a norme. Ou ce qu'on appelle même valeur. On va aussi. Madame Agoustier utilise quoi? Valeur ou norme? Non, elle utilise. On va parler. Les deux, et vous faites comme vous voulez dans la matière. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dis valeur. Hein? Il a dit non, mais moi, je dis valeur. C'est pareil. C'est la même chose. Alors, cette loi qu'on vient d'écrire, ce principe des actions réciproques, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Alors, pourquoi je vous parle d'abord de la troisième loi de Newton et pas de la première et de la deuxième? C'est la plus simple à comprendre.
Le principe des actions réciproques, c'est quand même la plus simple. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par celle-là. Et le prochain chapitre qu'on va faire, ce sera juste la première loi de Newton, le principe d'inertie. Et la deuxième loi, vous commencez à la voir en première de spécialité. Ceux qui l'ont. La troisième loi, voilà, c'est quelque chose que vous devez connaître. Alors, donc là, on a vu en fait la description des actions mécaniques. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie que j'avais nommée, je ne l'ai même pas noté, de l'action mécanique à la force? Donc, est-ce que vous avez une question sur la force? Vas-y. Moi, c'est par rapport à votre exemple que vous avez utilisé avec le point A et le point B. Et là, si le point A et le point B sont totalement similaires, parce que si par exemple, on prend le Soleil et la Terre n'exerce pas la même force. Bien sûr que si. Et la pression gravitationnelle n'est pas proportionnelle à la masse. C'est. Et le Soleil est toujours. Mais elle est proportionnelle à la masse, au produit de la masse des deux objets. Ce que tu considères là, c'est le champ gravitationnel qui est exercé, qui est créé par le Soleil à un endroit donné, ne va pas être le même que le champ gravitationnel créé par la Terre à un autre. Ah oui. Reprends l'exemple de ta nappe. Tu prends une boule de pétanque. Elle va beaucoup déformer la nappe. Pourquoi? Le champ gravitationnel qui est créé par la boule de pétanque est important. On prend une balle de ping-pong. La nappe, elle va être à peine déformée. Donc le champ gravitationnel qu'elle génère autour d'elle va être moins important. C'est exactement la même chose entre le Soleil et la Terre. Le Soleil va déchirer l'espace de fond, quoi. La Terre va un peu moins parce que c'est beaucoup plus petit. Maintenant, l'interaction qui existe entre les deux corps, le Soleil et la Terre, est exactement la même. Le Soleil attire la Terre autant que la Terre attire le Soleil. Et ça, c'est un des principes fondamentaux que vous avez du mal à comprendre parce que vous raisonnez trop en termes de force. Et ça a été l'erreur jusqu'à l'arrivée d'Einstein, qui a créé la relativité, où lui n'a pu raisonner en termes de force, mais en termes de champ. C'est le champ qui est généré par une cause qui va engendrer des forces. Et ça, c'est ce qu'on verra en premier. C'est le champ qui génère la force. Pour nous, en seconde, on va simplement définir ce qu'est une force. Mais la force est la conséquence d'une autre origine. Un champ. D'accord? Ça sera pour l'an prochain. Ok. On va juste commencer quelque chose. Le grand 2, on va voir les exemples. On va commencer à montrer quelques exemples de force. Donc, grand 2. Exemple de force. Et la première force, et sûrement la plus importante, ça va être ce qu'on appelle le poids. Et je vais me battre avec vous cette année pour vous faire comprendre que le poids, si vous appelez la force de gravitation, c'est pareil. Le poids, c'est simplement un cas particulier de la force de gravitation. Pourquoi est-ce qu'on a un poids? C'est quoi le poids? C'est la masse musculaire qu'on possède. Non, le poids, c'est pas la masse. Voilà. Pourquoi est-ce que nous, on a un poids? C'est parce que la Terre, elle nous attire vers elle. Donc, on voit bien que l'attraction gravitationnelle terrestre est reliée au poids. Mais c'est un cas particulier. Plus on s'éloigne de la Terre, plus la force gravitationnelle, elle fait quoi? Elle diminue. On ressent moins les effets de la Terre, de l'attraction de la Terre sur un corps, si on s'en éloigne. Donc en fait, le poids, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la force d'attraction gravitationnelle lorsqu'on est situé à la surface de la Terre. Bien sûr. Mais leur masse est différente. Et c'est là qu'il va falloir faire le distinguo entre poids et
Donc ça, c'est ce qu'on commencera au prochain cours, la semaine, ouais, c'est la semaine prochaine. Demain, traité de chimie. Hein? Une personne, elle va. Je ne comprends pas ta question. Bon, réfléchis à ta question. Du chemin. Bah oui, nous on n'a pas eu de consigne, donc vous avez cours. Bah que t'étais en classe.